Alors, bonjour à tous, nous allons continuer les vidéos sur l'amplificateur opérationnel réel. Donc la fois précédente, nous avions vu l'une des premières imperfections statiques qui était au niveau des courants. Maintenant, nous allons voir une nouvelle imperfection statique qui se situe au niveau de la tension différentielle. D'accord? Donc ici, ce que je vais faire, c'est essayer de présenter de manière qualitative ce qui se passe au niveau de l'entrée différentielle d'un amplificateur opérationnel. Donc à l'intérieur d'un amplificateur opérationnel, vous avez un certain nombre de transistors, d'accord? Et ce que j'ai représenté ici, ce sont les transistors que vous pourriez avoir au tout début de l'étage différentiel de l'amplificateur opérationnel, d'accord? L'idée est ici d'expliquer de manière qualitative d'où vient la tension différentielle aux bornes de l'amplificateur opérationnel, d'accord? Par la suite de la vidéo, nous reviendrons au montage classique de l'ampli-up et nous ferons quelques exemples comme pour les courants pour comprendre l'impact de cette tension différentielle. Alors ici, j'ai donc représenté l'étage différentiel de l'ampli-up. Donc ça correspond ici, j'ai fait le cas de deux transistors bipolaires. Alors dans les ampli-up de bonne performance, on utilise plutôt des transistors à effet de champ. Mais comme la plupart d'entre vous connaissent bien les transistors bipolaires, j'ai préféré garder ce schéma ici. Le principe reste le même, d'accord? Donc ici j'ai polarisé mes deux transistors que j'ai nommés T1 et T2 avec les tensions plus VCC et moins VCC. J'ai donc ici la base, le correcteur, l'émetteur, et pareil la base, le collecteur et l'émetteur de chacun des transistors. Okay, donc ici ils sont montés en émetteur commun, avec la résistance d'émetteur ici, les résistances de collecteur ici. D'accord? Alors d'où peut venir cette fameuse tension différentielle? Je rappelle en fait déjà que si on a un amplificateur opérationnel qui est idéal, d'accord? En fait, ici, on a V- qui est égal à V+. D'accord? Donc, on a la tension epsilon qui est égale à V+, moins V-, qui est égale à 0. D'accord? Donc, ça, c'est dans le cas idéal, c'est-à-dire, en fait, que l'on fait l'approximation, justement, que cette imperfection statique ici est négligeable. D'accord? Si on doit en tenir compte, ici, on va voir la raison pour laquelle elle existe. C'est une raison majoritairement de conception et de qualité des composants. D'accord? Donc ça veut dire que par exemple ici, si je mets l'entrée du premier transistor à la masse et l'entrée du deuxième transistor à la masse, d'accord? Si les deux composants sont rigoureusement symétriques, lorsque je fais la différence de potentiel au niveau de cette tension ici, d'accord, que je vais appeler VS, ok? Si les deux composants sont rigoureusement symétriques, je devrais avoir VS ici qui est égal à 0. D'accord? Or, dans la conception des composants électroniques, d'accord, il y a quand même, du coup, le process de fabrication fait que des composants ne peuvent pas être rigoureusement identiques. D'accord? Donc, selon la qualité et la rigueur du process de fabrication, nos transistors T1 et T2 ne seront pas rigoureusement identiques. D'accord? Et si T1 n'est pas identique à T2, à ce moment-là, ici, ça voudra dire que je vais avoir une tension de sortie qui sera différente de 0, même si les deux tensions d'entrée ici, au niveau des transistors, sont reliées à la masse. D'accord? Donc voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire en fait que au niveau de la conception de mon composant, de mon amplificateur opérationnel, d'accord, si les transistors T1 et T2 ne sont pas rigoureusement identiques, ce qui est le cas dans la réalité, je vais avoir ici une tension de sortie qui sera différente de 0. D'accord? Ce qui au niveau du montage ici de l'amplificateur opérationnel reviendra à avoir ici le epsilon qui est égal à V+, moins V-, qui sera différent de 0. D'accord? Donc au niveau de l'entrée différentielle de l'amplificateur opérationnel, si on tient compte de la réalité, et c'est-à-dire de la qualité des composants et de la qualité du processus de fabrication, d'accord, on se retrouvera du coup avec une tension de sortie ici qui sera différente de 0. D'accord? Et pour traduire ça, ça revient à introduire une tension différentielle en entrée et à dire que le epsilon est différent de 0. D'accord? Donc dans la suite de la vidéo, on va revenir à un amplificateur opérationnel classique au niveau du montage et nous allons voir les impacts de cette tension différentielle sur le montage. Alors maintenant qu'on a exprimé d'un point de vue qualitatif avec les transistors ce que c'était que la tension de décalage, on va revenir à un montage avec amplificateur classique et on va faire un exercice justement où on va voir comment on peut du coup résoudre les équations en tenant compte de la tension différentielle. D'accord? Alors ici j'ai fait, si on remarque ici, a priori c'est un montage inverseur classique, d'accord?
Sauf que ici, au niveau de nos hypothèses, ce que l'on va faire, c'est on va négliger les courants IB et IP, simplement ici pour se concentrer sur l'imperfection de la tension différentielle. On va donc prendre V plus moins V moins qui est égal à epsilon, qui est différent de 0 ici, cette fois-ci, puisqu'il y a une tension différentielle qui existe. D'accord? Donc ici, j'ai précisé epsilon différent de 0. Pour les calculs, je vais prendre une tension d'entrée qui est égale à 0,3 sinus oméga t, donc une tension sinusoïdale ici qui a une amplitude de 300 millivolts. D'accord? Donc ce qui pourrait très bien correspondre à un petit signal récupéré lors de l'acquisition d'une mesure, je ne sais pas, sur des muscles ou sur n'importe quel capteur. Ok? Au niveau des ordres de grandeur, ici j'ai pris epsilon qui est égal à 2 millivolts. Ce sont les ordres de grandeur pour l'amplificateur LM741, qui est un amplificateur que vous devez rencontrer assez couramment à l'école ou dans vos TP, d'accord, qui est un amplificateur, on va dire, de très moyenne qualité, voire maintenant de mauvaise qualité. Ok? Et j'ai pris les résistances R1 égale 1 kΩ, R2 égale 100 kΩ. Ça veut dire que ici, je voudrais du coup avoir une amplification de 100 si j'étais dans le cas d'un amplificateur opérationnel idéal. Ok? Alors ce qu'on va faire ici, on va faire donc l'étude de ce circuit. La question, en fait, ici, ça serait exprimer VS en fonction de VE. D'accord? Ça serait toujours ça ici, la question. Donc, je vais le faire ici. Exprimer VS en fonction de VE. D'accord? Donc là, il y a plusieurs méthodes qui sont recevables. D'accord? Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre, par exemple, je sais que je vais avoir le même courant I qui va traverser mes résistances R1 et R2. D'accord? Donc je pourrais dire que I c'est égal à UR1 sur R1. D'accord? UR1 ici, ça correspond à cette tension-là, d'accord, qui est égale à VE moins VA. D'accord? Et je vais aussi avoir le courant I qui va correspondre ici à UR2 sur R2. D'accord? Donc je vais me retrouver ici avec VA moins VS sur R2. Voilà, j'ai mes deux expressions du courant I, donc je vais pouvoir poser une égalité entre ces deux expressions. D'accord? Je vais regarder ce que vaut VA. Donc je regarde ici, VA c'est égal à V-. D'accord? Et V plus est égal à 0. D'accord? Car relié à la masse. Or, V plus moins V moins égale epsilon. Donc de là, en fait, je vais en ressortir que VA est égal à moins epsilon. Je vais donc pouvoir ensuite réinjecter dans mes égalités ici le moins epsilon. D'accord? Donc je vais le réinjecter à la fin ici. Je vais donc avoir ici VE moins VA sur R1 qui va être égal à VA moins VS sur R2. Et à partir de là, je vais isoler VS. D'accord? Donc je vais avoir ici moins VS sur moins VS ici, qui va être égal à R2 sur R1 VE, moins VA R2 sur R1, d'accord, moins ici VA, d'accord. Je vais donc avoir VS qui va être égal à moins R2 sur R1, d'accord. Je reconnais ici l'amplification pour un amplificateur idéal, d'accord, amplificateur parfait. Et ensuite, je vais avoir ici plus VA, facteur de 1 plus R2 sur R1. D'accord? Mais je sais que VA c'est égal à moins epsilon. D'accord? Je vais donc avoir ici VS qui va être égal à moins R2 sur R1 VE. Moins epsilon, facteur de 1 plus R2 sur R1. Et voilà. Là, ici, j'ai obtenu mon expression de VS en fonction de VE et en tenant compte de la tension différentielle epsilon. D'accord? Donc nous allons maintenant passer à la partie application numérique et voir de manière quantitative quel peut être l'impact de cette tension différentielle sur ici un petit signal. Alors, on va continuer. J'ai représenté ici l'expression de VS et on va passer à l'application numérique. J'ai un rapport de 100 entre R2 et R1. Je vais donc avoir VS ici qui va être égal à moins 100 fois 0,3 sinus oméga t. D'accord? Moins epsilon ici qui va valoir 2 10 moins 3. D'accord? Facteur donc de 1 plus R2 sur R1. Ici, ça va donc me faire du 101.
D'accord? Donc voilà ce que je vais avoir ici. Donc je vais avoir ici VS qui va être égal donc ici à moins 30 sinus oméga t. D'accord? Donc ça c'est pour la valeur de VS. Ok? Et puis ici, je vais me retrouver avec du coup ici ma valeur de VS qui va être égale ici à moins 202 10 moins 3. D'accord? Moins 202 10 moins 3, ça va me faire ici du moins 0,202. D'accord? Donc je vais avoir VS ici qui va être égal à moins 30 sinus oméga t. D'accord? Moins 0,202 volts. Ok? Donc voilà ici l'impact que l'on peut avoir de la tension différentielle sur la tension de sortie VS. D'accord? Donc ici j'ai 0,202 volts en plus par rapport au moins 30 volts que j'ai ici. D'accord? Donc si on veut quantifier ça après, on peut faire un écart relatif. Alors si on compare ici les valeurs, on va se retrouver donc avec, en théorie, on devrait avoir une amplitude ici de 30 volts. D'accord? Donc je devrais avoir VS max ici qui est égal à 30 volts. Ok? Mais dans la théorie, en fait, dans la réalité, je vais avoir VS max réel qui va être égal ici à 30, d'accord, moins 0,202. Ok? Donc je vais avoir ce petit écart ici. On voit finalement que là, ça ne va pas aller pour une tension qui est de l'ordre ici de 300 millivolts, ça ne va pas causer de gros écarts. D'accord? Si je le fais ici, je vais me retrouver avec du coup du 29,798 volts. D'accord? Donc on n'a pas un gros écart entre les deux. D'accord? Si je regardais l'impact de 0,202 sur le 30, je ferais simplement le rapport ici 30 sur 0,202. D'accord? Et j'arriverai ici à quelque chose qui serait environ égal à 150. D'accord? Donc ça veut dire que dans ce cas-là, vous voyez que ça pourrait être éventuellement acceptable de négliger la tension différentielle. Ok? Maintenant, on va voir ce qui se passe si on a des signaux encore plus petits, genre de l'ordre de la dizaine de millivolts. Et là, on va voir justement l'impact sur l'impact de la tension différentielle sur notre résultat final. Alors, maintenant je reprends un signal avec une amplitude beaucoup plus faible. D'accord? Là ici j'ai donc modifié mon signal d'entrée VE qui cette fois-ci vaut 10 millivolts au niveau de la valeur max. D'accord? Donc je vais marquer ici que VE max est égal à 10 millivolts. D'accord? Donc ça peut être des signaux assez faibles, genre ce que vous pouvez récupérer au niveau d'un électroencéphalogramme, au niveau du signal d'un muscle, ce genre de choses, ou même au niveau de capteurs. D'accord? Donc on est vraiment ici sur des petits signaux, d'accord, qui sont assez fréquemment rencontrés au niveau de l'acquisition de mesures, d'accord, pour des capteurs par exemple. Donc si mon signal est amplifié, en sortie je vais avoir VS qui va être égal, alors j'ai un facteur de 100 ici, donc je vais avoir 100 fois ça, ça va me donner moins sinus oméga t. Par contre, vous voyez ici, la tension différentielle est aussi amplifiée de 100 et elle reste à moins 0,202. D'accord? Donc ça voudrait dire que je devrais avoir un VS max théorique qui serait égal ici à 1 millivolt. D'accord? Et je vais avoir un VS max réel, d'accord, de 1 volt, qui va être ici égal à 1 moins 0,202. D'accord? Donc on est à 0,798 volts. D'accord? Vous voyez ici en fait que là on commence à avoir un impact relativement important, d'accord, puisque la tension epsilon ici, la tension différentielle, elle représente 20% de VS max. D'accord? J'ai epsilon ici qui est à peu près égal ici à 20% de VS max. D'accord? Et vous voyez que dans ce cas-là, la tension différentielle ne peut plus du tout être négligeable. D'accord? Donc, si vous êtes sur des petits signaux, ce qui peut arriver lorsque vous utilisez des capteurs, vous faites des acquisitions de mesures par exemple dans le milieu médical, d'accord, il faut avoir en tête que si vous prenez par exemple un amplificateur opérationnel de qualité moyenne tel que le M741, vous ne pourrez plus négliger la tension epsilon dans le montage et dans la modélisation de votre circuit avec amplificateur opérationnel. Il faudra en tenir compte parce qu'on peut avoir des erreurs qui vont jusqu'à 20% de l'amplitude maximale du signal. Ok? Donc l'alternative à ça, c'est soit compenser dans le montage grâce à l'aide de résistance par exemple
compenser l'effet de epsilon, d'accord, ou utiliser des amplificateurs de bien meilleure qualité où le epsilon sera beaucoup plus petit. Voilà, donc on va faire un deuxième exercice littéral cette fois-ci où on va étudier le montage intégrateur et voir l'impact de epsilon sur l'intégration d'un signal d'entrée. Alors, dans cet exercice numéro 2, on va étudier l'influence de epsilon dans un montage intégrateur. Donc ici, j'ai repris le montage intégrateur classique. On va se retrouver avec les mêmes hypothèses, on néglige IB et IP ici. GV plus moins V moins, il y a l'epsilon différent de 0. Je vais prendre par exemple, j'ai mis ici, je ne sais pas si on l'utilisera, un signal VE qui est égal à A sinus oméga t. D'accord? Donc l'important ici, c'est surtout de voir de manière qualitative quel va être l'impact de epsilon sur le résultat final. D'accord? Alors j'apprends la même méthode que d'habitude. Comme j'ai considéré que les courants IB et IP étaient nuls ici, j'ai donc le même courant I qui traverse la résistance et le condensateur. Je vais donc me retrouver ici avec I qui va être égal à VE moins VA sur R. D'accord? Et j'ai I qui va être égal à C D de VA moins VS sur DT. D'accord? Je rappelle que pour écrire ça, je sais qu'au moment d'un condensateur, I c'est égal à C DUC sur DT. D'accord? Et dans notre cas, UC est égal à VA moins VS. D'accord? Je remets ici sur le dessin, UC égale VA moins VS. D'accord? Donc à partir de là, je vais avoir mes deux égalités pour la même grandeur I. Je vais avoir le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire je vais pouvoir rappeler que epsilon ici c'est égal à moins VA. Et je vais pouvoir ensuite réinjecter tout ça dans mon calcul. D'accord? Donc si je réinjecte tout ça dans mon calcul ici, je vais me retrouver avec C D de VA moins VS sur DT qui est égal à du coup VE moins VA sur R. D'accord? À partir de là, je vais isoler mon D de VS sur DT. Je vais donc avoir moins D de VS sur DT qui va être égal ici à 1 sur RC VE moins VA. D'accord? Et ensuite, je vais avoir le D de VA sur DT qui va se répercuter de l'autre côté. Donc, je vais avoir ici du moins D de VA sur DT. Ok? Moi, je veux VS, donc je vais intégrer toute cette expression ici. Je vais donc avoir VS qui va être égal à moins 1 sur RC l'intégrale de VE dt. Donc en fait ici, vous voyez, je retrouve le résultat dans le cas du montage avec AO idéal. D'accord? Et ensuite, je vais avoir ici plus 1 sur RC l'intégrale de VA dt. D'accord? Plus VA. D'accord? VA ici, ça va être mon epsilon. D'accord? Qui est une composante continue ici. D'accord? Donc je vais avoir VS qui va être égal à moins 1 sur RC VE dt moins 1 sur RC epsilon dt moins epsilon. D'accord? Donc ce que l'on constate ici, c'est que l'on retrouve le terme ici pour la O idéale. Et dans cette partie-là, on a toute la partie qui va concerner en fait la tension différentielle. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que déjà, en effet, on va retrancher la tension différentielle au résultat habituel. D'accord? Donc on aura déjà un petit offset qui va apparaître dans nos mesures. Okay? Donc c'est comme précédemment, si on est sur des petits signaux, l'offset peut vraiment avoir un impact non négligeable. Et en plus, ce qui va se passer ici, c'est qu'on va intégrer une composante continue, le epsilon, tout au long de la mesure. D'accord? Donc ça veut dire que si ici j'intègre de 0 à t, je vais me retrouver ici avec ce terme-là qui va grandir tout au long de la mesure. Et au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que je vais risquer de faire saturer mon amplificateur opérationnel, assez rapidement d'ailleurs. Et donc du coup, ici, je ne pourrai plus avoir la mesure et le signal que j'attendais au départ. Voilà. Donc vous voyez ici, de même que pour les courants de polarisation dans la vidéo précédente, on voit bien ici l'impact de la composante continue sur notre montage intégrateur. D'accord? On sait dire que dans la pratique, lorsque vous faites le montage intégrateur, okay, vous pouvez rapidement vous trouver avec des résultats qui ne sont pas ceux que vous espériez à cause de ce défaut epsilon. D'accord? Alors l'astuce pour compenser ici le défaut d'epsilon, c'est-à-dire ici ce que l'on cherche à faire, c'est minimiser l'impact de VD. Pour minimiser l'impact de VD ici, on va mettre en parallèle une résistance R', d'accord, que l'on va dimensionner ici pour justement minimiser l'impact de la tension epsilon. D'accord?
Donc voilà pour cet exercice et pour cette vidéo sur la tension différentielle qui est une imperfection statique pour les amplificateurs opérationnels.